On va tout de suite commencer avec la première de ces masterclass sur un sujet qui décoiffe, et c'est peu de le dire, puisqu'il s'agit bien évidemment d'IA, d'intelligence artificielle. Alors elle s'invite de plus en plus dans notre quotidien, vous en êtes utilisateur, moi aussi, mais elle s'invite aussi dans le transport sanitaire, et elle est là véritablement pour révolutionner en partie l'activité, essentiellement dans le champ de la régulation. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette IA? Comment elle peut se déployer? Qu'est-ce qu'on peut en craindre aussi? Est-ce qu'elle vaut pour toutes les structures, les grandes comme les petites? On va en parler tout de suite avec les intervenants de cette première masterclass. Merci d'accueillir très chaleureusement Guillaume Philippe qui est avec nous, Stéphane Crénès et Max Jean sont avec nous. Merci. Alors, merci à vous, je vous laisse prendre place pour inaugurer ce format avec nous, et je vous présente rapidement Guillaume Philippe qui est avec nous, l'un des dirigeants fondateurs de Sinovo. Chaque masterclass, je le disais, va accueillir justement des éditeurs qui vont venir apporter un peu leur regard d'expertise. Sinovo qui a commencé assez rapidement avec des ERP très fortement fondés sur des algorithmes. Ça a été votre ADN, et vous avez travaillé sur des outils intégrant aujourd'hui de plus en plus l'IA. On va parler de planification du lendemain, mais planification aussi en temps réel, qui bouleverse et transforme un peu les métiers de la régulation. Stéphane Crénès qui est avec nous, bonjour. Une entreprise née en 2019 qui se déploie une flotte d'ambulances et de VSL, plusieurs communes des Alpes-Maritimes. On est à Grasse, on est à Antibes, et on est aussi jusqu'à Monaco d'ailleurs. Et vous avez implanté de manière pionnière plusieurs de ces outils d'IA, convaincus de leur puissance. Vous nous en parlerez. Maxence Jean qui est avec nous. Alors, on est en région parisienne, cinquantaine de véhicules, 150 salariés, environ 5 centres de régulation. Vous n'avez pas encore franchi le pas de l'IA, mais c'est dans les radars, c'est pour bientôt, et vous allez nous expliquer ce que vous en attendez. Je voudrais qu'on commence avec vous, Guillaume. Peut-être on va passer la télécommande la zapette à Guillaume, pour voir un peu justement quelle IA pour ce secteur et comment elle peut se déployer. Avant tout, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la notion d'IA. On entend beaucoup parler, les génératives, les pas génératives, etc. Quelles sont les différentes familles d'IA qui existent et celles qui vont s'appliquer à ce secteur du sanitaire? Bonjour à tous. Alors effectivement, on entend principalement parler d'IA générative actuellement. Tout le monde connaît ChatGPT, tout le monde connaît Copilot, etc. Ce sont des modèles en fait qui vont apprendre sur énormément de quantités de données, dans le but de pouvoir par la suite reproduire finalement le résultat de manière à avoir un résultat qui vous fait gagner du temps, qui génère un texte, un poème, une musique, etc. On a tous vu les nombreux exemples. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle les IA génératives. Le risque de ce modèle d'IA, c'est qu'il arrive que ce soit un modèle qui hallucine. C'est le vrai terme utilisé dans le domaine. Une hallucination d'un modèle d'IA, c'est simplement un moment où une IA va vous affirmer de manière très sereine quelque chose de totalement aberrant. Il n'y a pas vraiment de notion de réalité, il n'y a pas de contrôle dans un modèle génératif. L'avantage de ça, comme le slide le présente, c'est qu'il peut y avoir des résultats qui sont surprenants, étonnants. On a aujourd'hui des vidéos, des images qui sont incroyables de réalisme et qui ne sont pas forcément fruits d'une imagination humaine. C'est quelque chose de vraiment surprenant. En opposition à ça, on a des IA d'optimisation. C'est un champ d'application beaucoup plus industriel. On va par exemple parler par la suite d'une IA d'optimisation qui s'appelle MAI. C'est le système qu'on utilise. Mais on peut citer plein d'exemples. On a par exemple la SNCF. Vous imaginez bien que les plannings des trains, en temps normal et pendant les périodes de grève aussi, pour faire une petite allusion à l'actualité, est entièrement réalisé par des plannings d'optimisation. Ce sont en fait des plannings qui vont rechercher et faire en sorte de trouver une solution conforme parmi des millions de solutions. C'est très différent de ce qu'on a vu précédemment. Le risque principal de ces algos, c'est qu'en fait, ils sont assez compliqués à créer, à affiner, de manière à ce qu'ils soient utilisables dans un temps acceptable pour l'industrie. L'avantage, par contre, c'est qu'on est en mesure, contrairement à ce qu'on disait avant, d'expliquer l'intégralité des résultats. On n'aura pas forcément de surprise. On sera surpris parce que ça va nous proposer quelque chose auquel on n'aurait pas pensé, mais on sait pourquoi ça l'a proposé. C'est fondamentalement très différent.
C'est une IA qui reste sur les rails du métier, on va dire d'une certaine ouais. manière, et c'est plutôt du coup celle-là qui est aujourd'hui en déploiement dans le secteur du transport sanitaire. Alors on la voit se développer, cette IA et ces IA d'optimisation dans beaucoup de secteurs. Quels sont les défis spécifiques que pose l'activité du transport sanitaire, et particulièrement de la régulation, pour ces modèles d'IA? Alors, vous le savez tous, le travail de régulation dans le transport sanitaire est un boulot très compliqué. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Aujourd'hui, les humains sont limités par le nombre de paramètres, on a envie d'en prendre plus en compte. La difficulté de ça, c'est effectivement de faire en sorte de pouvoir appliquer une stratégie définie, une stratégie fiable par rapport à tout ça, à tous ces éléments évoqués. Il y a beaucoup de critères, il y a des éléments qui vont changer au cours de la journée, en permanence. Il y a des choses qui sont imprévues, un véhicule qui tombe en panne, des éléments comme ça. Et en fait, la vraie difficulté, c'est tout simplement la complexité de la solution. Vous dites que le transport sanitaire, c'est vraiment un domaine complexe qui, par rapport à des domaines industriels, où on a vraiment beaucoup, plus de 10 millions de paramètres à gérer. On ne se rend pas souvent compte de la mesure, de la complexité que peut représenter une activité quand on a le nez dedans. Et vous prenez un exemple que je trouve très intéressant, c'est celui du voyageur de commerce. En quoi est-ce que tout d'un coup, dès qu'on va passer sur une mise en IA d'un voyageur de commerce, son planning de la journée, ça va être plein de choses à gérer, tout va devenir très vite compliqué. Oui, effectivement, l'algorithme de planification qu'on utilise répond à une problématique qu'on appelle la problématique du voyageur de commerce. C'est quelque chose scientifiquement établi, c'est un problème complexe. Et en fait, avec le sanitaire, l'ambulance, le VSL, on va rajouter sur un problème qui est déjà considéré comme complexe, des complexités supplémentaires. Quand on parle d'un problème complexe, c'est un problème pour lequel il n'y a pas de solution qu'on peut déterminer en appliquant une formule. Ce n'est pas une multiplication, ce n'est pas 1 million de multiplications. Il y a vraiment quelque chose où il faut envisager des possibilités. Le sanitaire va rajouter par la suite des complexités supplémentaires sur du type de véhicule, sur des horaires à respecter et de la latitude, sur la possibilité d'être en retard sur une prise en charge. Un algorithme de base ne va pas pouvoir s'autoriser à être en retard sur une certaine prise en charge. Nous, avec la réalité du terrain, on doit parfois arbitrer, on doit faire en sorte d'aller prendre une liberté ici pour pouvoir être plus proche d'une contrainte dans un autre cas de figure. Alors, comment est-ce que, sur le modèle du transport sanitaire, puisqu'on voit, vous commencez à déployer des IA dans quelques entreprises pilotes sur à la fois du planification pour le lendemain et ça commence à arriver sur le temps réel, on va en parler un peu avec des exemples concrets, mais comment est-ce que ça peut se déployer? Comment l'IA va se personnaliser aussi à la mesure de la réalité de l'activité et en quoi ça change concrètement l'activité? Alors effectivement, c'est un enjeu principal, vous parlez de personnalisation, je vais commencer à répondre sur cet aspect-là. La personnalisation, c'est quelque chose... La personnalisation, c'est quelque chose qui est vraiment primordial dans ce déploiement. En termes de déploiement, on va avoir plusieurs étapes. On va d'abord commencer par faire en sorte que nos utilisateurs puissent intégrer l'intégralité des données qu'ils ont dans leur esprit, dans l'outil. Ça peut paraître très simple dit comme ça, mais un régulateur sait très bien que ce patient, il a l'habitude d'être en simultané avec celui-ci, que ce patient, il est toujours en retard à la prise en charge, il vaut mieux essayer de l'appeler un petit peu avant, etc. Tout ce qui est naturellement dans la tête d'un être humain va être un enjeu finalement à rentrer dans le logiciel. À partir du moment où ces informations sont saisies dans le logiciel, on va pouvoir commencer à adapter finalement les procédures de l'entreprise pour faire en sorte que chaque mission soit saisie de manière correcte, que chaque mission ait l'intégralité des informations, que les plannings des ambulanciers soient correctement saisis, soient mis à jour. On sait que ce sont des choses qui changent tout le temps. Un ambulancier qui tombe malade le matin, il faut que si on met en place de l'IA, que le premier réflexe, ce soit finalement de mettre cette information dans l'outil métier, pour que l'IA puisse avoir cette information. Ensuite, par la suite, on va rentrer dans une démarche finalement où une fois que les procédures de l'entreprise sont conformes et qu'on a de la data, finalement de la donnée dans l'application, on va rentrer dans une mécanique, en fait, on va améliorer les résultats et on va surtout personnaliser par rapport à ce que vous disiez. Chaque exploitation a une signification différente d'un planning acceptable, d'un planning pas acceptable. On a certains de nos clients qui vont toujours faire sortir tout le véhicule parce qu'ils savent que dans la journée, des transports vont arriver. On a au contraire des exploitations qui se disent que si je peux avoir deux véhicules qui vont rester au garage le lendemain, je préfère charger le reste et faire en sorte que mes deux véhicules-là, je puisse les libérer pour faire des révisions ou tout simplement pour mettre du personnel en repos. Et ça, c'est chaque chef d'entreprise, chaque centre de régulation qui va finalement nous donner ces informations et on va apprendre avec eux parce qu'en fait, les règles, pour elles, sont tellement naturelles qu'ils n'arrivent pas à les exprimer.
Donc on va se confronter à la réalité et on va voir avec eux ce qui va se passer. C'est vraiment l'étape clé, hein. C'est l'étape de la personnalisation, c'est-à-dire de la pondération. C'est-à-dire qu'on vous donne une IA qui traite beaucoup de choses et il va falloir que vous décidiez, ben, chez moi ça se passe comme ça, chez moi ça se passe comme ça, elle va l'apprendre, mais vous pouvez au début pondérer du coup des paramètres au niveau d'importance et c'est toutes les premières étapes de déploiement, c'est là où ça va être clé. Et ensuite, pour quel résultat ? Alors effectivement, le résultat qui va avoir ce déploiement, c'est que sans IA, vous savez très bien qu'un régulateur aujourd'hui a énormément de paramètres à prendre en compte dans son planning, dans son esprit. Il y a une pression qui est absolument terrible, hein. Les régulateurs, vous êtes tous déjà rentrés dans un centre de régulation. Et la difficulté de ça, c'est qu'humainement, on n'y arrive plus. En fait, aujourd'hui, on a une pression sociale, une pression sur les normes, sur le volume de missions, qu'humainement, c'est plus possible. Le but d'une IA, c'est de faire en sorte de centraliser, d'automatiser un maximum de choses. On va toujours garder le dernier mot à un régulateur, à un responsable, appelez ça comme vous voulez, mais il y aura toujours un humain, c'est primordial. On fait un humain, enfin, vous faites un métier d'humain, il y aura toujours un humain qui aura le dernier mot, mais on va être en mesure d'automatiser des choses, de faire en sorte de lisser aussi les méthodes de travail. Dans des entreprises où il y a parfois deux régulateurs qui passent l'un après l'autre, ils ont parfois des méthodes de travail qui sont différentes. Là, on va pouvoir faire quelque chose de lisse, stable, conforme, validé par la direction, validé pendant un long process de validation. Et on aura un résultat bien meilleur en termes de simultané, de kilomètres à vide, de respect des contraintes patients, de respect des contrats, donc des contraintes établissements, etc. Quelle est la différence en termes de résultats, mais aussi en termes de contraintes, des deux formats, celui qui commence à se développer, c'est-à-dire le planning pour le lendemain, et le planning en temps réel? Alors, le planning du lendemain, c'est quelque chose qui est, dans un premier temps, assez simple. J'ose le dire, même s'il y a 10 ans de travail, c'est quelque chose qui est assez simple parce que, une fois qu'on lance le mécanisme, on a un petit peu de temps pour travailler. On a une dizaine de minutes pour travailler. À partir du moment où on intègre du temps réel, on doit être prêt à tout moment à répondre très rapidement à un régulateur de manière à ce qu'il puisse avoir des réponses conformes. Un véhicule qui tombe en panne, un membre du personnel qui ne s'est pas réveillé, l'exemple qu'on a traité hier avec une personne sur le stand, on a vraiment des exemples en permanence de choses qui peuvent bouleverser le planning et il faut qu'on soit en mesure de donner un planning en quelques minutes, un petit peu moins, mais vraiment dans un délai tout à fait acceptable pour que le régulateur qui intègre cette information par une plateforme, etc., soit en mesure d'avoir la réponse vite. Et en fait, on n'a pas simplement un changement qu'on doit traiter vite, on va avoir un changement et peut-être en 4 secondes, on va avoir un véhicule qui tombe en panne, 2 patients qui appellent parce qu'ils ont oublié, etc. Donc on va vraiment devoir techniquement faire beaucoup de travail de recherche pour faire en sorte qu'on puisse répondre rapidement, peu importe ce qui se passe. Stéphane, je voulais sourire un petit peu. Donc vous avez un peu engagé quelques expérimentations autour de ça. On va en parler avant tout. Qu'est-ce qui vous a poussé à développer ce type d'approche, à mettre les doigts dans la prise de l'IA, si je puis dire? Alors, dans un premier temps, je rejoins totalement Guillaume sur son explication technique. Après, on va rentrer plus dans le cœur de l'exploitation. Donc en fait, pour notre part, c'est devenu une évidence parce qu'on a fait pas mal de croissance externe et de croissance organique. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est retrouvé aussi avec une multiplication des fonctions support. Et là où je le rejoins, il fallait lisser, uniformiser nos processus d'exploitation sur l'ensemble du groupe et aussi éviter, je veux dire, d'avoir trop d'humains et de fragmenter, je veux dire, la chaîne de production et avoir, je veux dire, gagner en rendement aussi, évidemment. Donc c'est vrai que ces outils qui datent déjà un peu au niveau de la planification, parce que bon, l'algorithme de planification à J+1, je pense qu'il a une petite dizaine d'années au début, je crois que c'est 2018 les premiers G, mais bon, c'était vraiment les débuts, on ne va pas se mentir. Là, depuis 1 an et demi, 2 ans, c'était plutôt très opérationnel. Mais c'est quelque chose qui se construit aussi avec le temps. Et là, je rejoins Guillaume, c'est chaque entreprise doit passer du temps à bâtir son modèle. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de travail avec les équipes, je veux dire, de l'éditeur pour justement, je veux dire, bien aligner toutes les choses, les particularités patients, établissements, enfin voilà, tout ce qui compose l'entreprise. Mais du coup, pour nous, c'est une évidence. Finalement, je veux dire, on se rend compte que si on parle de la régulation notamment... Ça change comment, du coup, l'activité de la régulation, justement? Alors,
ce qui change, c'est qu'on gagne en efficacité. Et là, ce que je reviens sur le slide, ça enlève aussi une pression sur les régulateurs. Alors même s'ils ne l'appréhendent pas, je veux dire, de façon très positive au début, hein, parce que bon, concrètement, ils y voient aussi un outil qui va forcément peut-être les remplacer à un moment donné. Là, je reçois totalement Guillaume, parce que je pense que la décision humaine reste de toute façon finale. Mais là où, je veux dire, on s'imposait en fait des positions aux rupteurs, admettons sur une centaine de missions par régulateur. Là, on peut commencer à évoluer et se dire, oui, à 200, 300 missions sur le régulateur, c'est tout de suite, je veux dire, acceptable, parce que l'outil va l'accompagner et lui faire des propositions. Et lui, il aura vraiment la décision finale dans son choix. Il pourra accompagner aussi, je dis, humainement le patient qui en a besoin, parce que finalement, une planification, je veux dire, n'importe qui peut le faire, il n'y a pas besoin d'une expertise, je veux dire, outre mesure. La connaissance du patient, oui, on va dire c'est le régulateur au départ qui l'a, mais une fois qu'on a récupéré cette connaissance et qu'on l'a transmis à l'informatique, je veux dire, l'outil est capable de le retranscrire de façon très très conforme et sans aucun problème. Maxence, comment est-ce que, alors vous avez en réflexion et en projet le fait d'intégrer ce type d'outil-là un peu dans vos centres de régulation-là, dans le contexte territorial qui est le vôtre, celui de l'Île-de-France et à l'échelle d'une entreprise comme la vôtre, à quelle problématique ce type d'outil répondrait? Tout d'abord, en préambule, avant de parler de la partie régulation, ce qu'il faut... L'IA, on peut l'utiliser de manière simplement sur le volet RH. Déjà, dans un premier temps, juste ça. C'est-à-dire que nous, en Ile-de-France, on a un gros problème de turnover. On a à peu près 20% de turnover par an. Donc, le point RH est très important. Donc, beaucoup de disciplinaires, beaucoup de licenciements. Et donc, depuis un peu plus d'1 an, on a mis en place application style ChatGPT pour la rédaction de courriers et la préparation de dossiers à transmettre aux avocats dans le cas de dossiers prud'homme. Et l'efficience, elle est énorme. C'est-à-dire que le temps de travail, au niveau RH, on a gagné plus de 50% de temps de travail. Donc ça, déjà, c'était le petit préambule. Après, au niveau de la régulation, les questions qu'on va se poser, pour lesquelles on vient d'avoir certaines réponses, c'est la problématique qu'on a en Ile-de-France, c'est cette optimisation des trajets. C'est-à-dire que moi aujourd'hui j'ai encore des doutes sur le fait qu'à un instant T on peut prendre un trajet qu'on a l'habitude de prendre, mais 10 minutes après il y a un accident, donc la circulation est saturée. Donc on utilise déjà des outils Waze, Google Maps qui permettent à nos ambulanciers de trouver un meilleur trajet. Mais on attend de l'IA d'utiliser, en fin de compte, de nous aider à utiliser l'ensemble de ces outils à un instant T. Ensuite, ce qui va être important pour nous, l'utilisation de l'IA dans la régulation, ça va être bien sûr l'amélioration de la qualité et de la sécurisation des transports. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est qu'on gagne du temps pour que le transport soit mieux fait, mieux géré et que le patient soit transporté dans les meilleures conditions possibles. Parce que au départ, notre métier d'ambulancier, c'est ça, c'est de prendre en charge un patient dans des conditions de sécurité et de bien-être. Et l'IA doit nous permettre de gagner du temps. Si on gagne du temps, ce temps, on doit le donner aux patients. Ensuite, les points d'amélioration, ça va être l'optimisation de la facturation. Nous, on travaille déjà beaucoup en article 80 et on sait que l'outil permet une facturation presque automatique, comme ce qui est prévu aussi avec l'assurance maladie. Mais aujourd'hui, on travaille avec les hôpitaux de la PHP qui aussi commencent à l'utiliser l'IA. Et là, ça fait quelques mois qu'ils sont prêts à nous proposer en gros une facturation automatique. C'est-à-dire que nous, dans notre régulation, on facture le transport, il y a des tarifs qui sont au marché, et donc automatiquement notre facture en fin de compte elle est validée. Donc on oublie ce temps de traitement. C'est-à-dire que, et on sait très bien avec les hôpitaux publics, on en a entendu parler tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avant de valider la facturation, des fois ça passe par 3, 4, 5 personnes. Donc on gagne du temps, et si l'hôpital a de l'argent, il nous paye dans les 50 jours.
Ce qui n'est pas du tout ce qu'on pas toujours entendait tout à l'heure. Hein. C'est bien. Je voudrais qu'on avance un petit peu et on voit avec vous un peu qu'il y a plein de champs d'action sur la régulation, mais aussi sur les RH, mais aussi sur la facturation. Je voudrais qu'on voit les conditions un peu de mise en place de cette IA à l'échelle de vos entreprises. Et je reviens à vous, Guillaume. Si on le fait sur la régule, si on le fait sur la facturation, si on le fait sur la RH, c'est bien, mais l'IA, c'est une grosse bête qui a besoin d'être nourrie en permanence. Il lui faut de la donnée, de la donnée, de la donnée, de la donnée et de la bonne donnée, parce que sinon, mauvaise donnée, mauvaise IA. Quelle problématique ça pose, cette intégration, cette saisie, cet renvoi de la donnée dans le champ du transport sanitaire? Oui, effectivement, ça fait complètement écho à ce que je disais avant, c'est qu'on a besoin que, premièrement, l'utilisateur soit en mesure de saisir n'importe quelle information dans l'outil. Ça veut dire que si l'utilisateur se dit qu'il va y avoir une spécificité, un cas particulier sur un trajet, il faut qu'il puisse le saisir et il faut derrière que l'algorithme ou le moteur d'intelligence artificielle soit en mesure de le comprendre. On sait qu'on est dans une profession où on aime bien les commentaires textuels très longs. Ça, c'est pas quelque chose qui est très fiable pour un moteur de génération de planning. On va forcément devoir faire en sorte qu'à tout moment, tous les intervenants finalement dans la chaîne de valeur du transport sanitaire soient en mesure d'intégrer la bonne information pour que derrière le moteur prenne la bonne décision en fonction de la bonne information. Donc il y a effectivement, côté d'outils, on doit faire en sorte que ce soit possible. Côté utilisateur, il faut faire en sorte que ce soit fait. C'est deux choses qui sont un petit peu différentes. Pour que les utilisateurs le fassent, il faut qu'ils comprennent pourquoi ils le fassent. Et il faut que ça leur prenne pas trop de temps, ou en tout cas qu'ils comprennent que par la suite ils vont gagner du temps. C'est évident que parfois, mettre un commentaire de qualité va prendre un petit peu de temps que juste mettre un petit champ texte avec un petit mot-clé. Pour autant, si derrière, ça impacte la régulation, la facturation, toute la chaîne de valeur, c'est un temps d'entreprise qui va être perdu. Ça veut dire qu'il y a une culture tout de même de la donnée et de la remontée de données qui est intégrée au niveau de l'ensemble des équipes. Ce qui veut dire aussi que derrière cette IA, il y a une vraie démarche d'appropriation, de mise en place de l'outil qui doit se faire à l'échelle de l'équipe. Quelles en sont les étapes clés? Alors effectivement, pour faire en sorte que pour mettre en place finalement ce mécanisme à l'échelle de l'équipe, on va travailler sur plusieurs aspects. Avant de venir plus précisément sur le contenu du slide, il va effectivement falloir faire en sorte que les utilisateurs comprennent pourquoi on leur demande ça. C'est vraiment un élément majeur. On va avoir parfois des freins, comme le disait Stéphane avant. Il faut que les utilisateurs comprennent pourquoi on leur demande de travailler différemment. On ne leur demande pas forcément de travailler plus, on leur demande de travailler un petit peu différemment. Vous connaissez la force des habitudes. Pour faire changer une habitude à n'importe quel utilisateur, il faut qu'il y ait un sens dans cette modification. À partir du moment où tout le monde va être finalement inclus dans cette démarche, il faut parfois rassurer les personnes. Comme on l'a dit avec Stéphane avant, il y a bien entendu une crainte. Et à partir du moment où on a tout le monde qui est aligné, où il y a une vision un peu plus claire finalement sur cette démarche, on va pouvoir rentrer dans une démarche d'amélioration continue. Donc un moteur d'intelligence artificielle, tel qu'on l'a créé, le nôtre en tout cas, on ne va pas le livrer d'usine. On va rentrer dans une démarche où on va fournir un résultat, on va attendre que l'entreprise en face soit en mesure de nous dire ce point est intéressant, par contre celui-ci, on a plutôt l'habitude de le faire comme ça. Et à partir du moment où on a ce retour, nous on va rentrer dans une démarche où on va essayer de nous poser, est-ce que la remontée finalement de l'utilisateur est pertinente? Parfois c'est le cas, et on va mettre à jour la configuration, on va s'adapter aux particularités locales, territoriales, et dans un autre cas, on a une meilleure idée finalement, et là on va rentrer dans une logique d'explication pour essayer d'expliquer à l'utilisateur pourquoi finalement on a compris sa suggestion, mais on pense quand même que notre solution est la meilleure. Et on va rentrer dans une démarche comme ça, perpétuelle, où on va améliorer les résultats et on va aussi être en mesure d'expliquer ce qui s'est peut-être passé en amont, en disant ce résultat-là n'était pas conforme parce que lors de la saisie de mission, tel opérateur a mal saisi le champ. Et donc c'est vraiment la chaîne de valeur complète qui va s'améliorer au fur et à mesure. Il y a deux grandes démarches dans ce que vous dites. Il y a l'itération, c'est-à-dire au début entre l'éditeur et l'entreprise, on avance pas à pas, ça m'intéresse, ça pour moi ça marche, ça marche pas, il faudrait plus de cibles. On joue les contrastes un peu et on joue les pondérations. Donc ça c'est le dialogue sur l'outil, et puis derrière vous le dites, là-dedans il y a le dialogue qui n'est pas sur l'outil, qui est avec les personnels et les organisations.
Stéphane, comment est-ce que cette deuxième partie, ce dialogue au sein des organisations, il le dit, il le répète, Guillaume, il faut que ça fasse sens, il faut que les gens comprennent pourquoi ils le font. Taper de la saisie quand on est à la régule, on est dans le jus, quoi. C'est pas pour ça qu'on fait de la régule, en fait. Comment est-ce que vous êtes allé au-devant de ça avec vos équipes? Quelle résistance vous avez eu aussi? Et comment vous avez réussi à leur faire sens autour de cet outil d'IA? Alors concrètement, nous, en interne, lorsqu'on a présenté, je veux dire, ces outils algorithmiques et d'intelligence artificielle, ça n'a pas été forcément très bien accepté. C'est-à-dire, encore une fois, je veux dire, c'est l'outil qui va remplacer l'humain. Bon, on est un peu sur de la caricature, mais c'est vraiment perçu comme ça au départ. Donc, il faut vite passer ce cap-là. Et la meilleure des choses, en fait, le conseil que je peux donner, c'est de nommer une personne qui va s'occuper au déploiement de l'outil. Une personne qui est au sein, je veux dire, si on parle de régulation, au sein du service régulation, donc peut-être un directeur d'exploitation, mais qui plonge tous les jours, qui connaît parfaitement, je veux dire, l'architecture du planning, qui connaît parfaitement les hôpitaux, qui connaît parfaitement les clients et les besoins des patients, etc. Donc à un moment donné, cette personne-là qui est nommée, c'est celle-là qui va améliorer sans cesse le système. Et du coup, forcément, comme l'a dit Guillaume, on va partir d'une base brute, voilà, avec des éléments, je veux dire, très, très basiques. Ça ne fonctionnera pas. On va faire les remontées quasiment quotidiennes avec les équipes de l'éditeur pour aller corriger les petits points à améliorer. Finalement, avec le temps, tout ça, ça se met en place et après on arrive sur quelque chose de très qualitatif et de très pointu et finalement qui est au final presque humanisé parce que quand on regarde après de la planification, concrètement, c'est la même que ce que l'homme aurait pu faire derrière. Donc c'est vrai que sur ces outils-là, et nous ce qu'on y voit aussi, c'est que finalement dans la chaîne de productivité de l'entreprise, finalement ça devient acceptable parce que du coup ils gagnent du temps, ils gagnent du confort, ils voient que finalement ça fonctionne. Alors l'algorithme ne va pas forcément faire comme eux ils auraient perçu, mais en même temps l'algorithme va déjà calculer peut-être, je veux dire, les 8-10 courses qui vont suivre. Et du coup, il a une notion. Alors après, on est capable, justement, avec l'IA, de mettre des objectifs de chiffre d'affaires, de temps de travail, de ratio de TTE sur temps de travail. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans quelque chose de très pointu. Et ce que l'homme n'arrive pas à faire, concrètement, je veux dire, il va se contenter de dire, oui, mon transport partagé, mes 3 passants, c'est bien, ils sont bien transportés, mais il n'a pas la vision de ce qui va se passer 3 heures plus tard. Et là, l'algorithme est capable de le faire. Donc c'est sur l'algorithme figé. Et pour répondre à mon collègue de droite tout à l'heure sur ces enjeux de planning mouvant, parce que forcément on est contraint et forcé, voilà, de suivre soit le trafic, soit un équipage bloqué, enfin bref, on connaît tout ça au quotidien. Les outils, je veux dire, de dernière génération qu'on connaît aujourd'hui, qui ne sont pas encore complètement déployés, mais qui sont en phase test dans certaines entreprises, notamment MAI, clairement, là, on est sur du recalcul, hein, grosso modo, toutes les 2 minutes. C'est-à-dire que toutes les 2 minutes, l'intégralité du planning est recalculée. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. Ça veut dire que là, l'homme est incapable de gérer ça, je veux dire, en temps réel. Par contre, l'avantage, c'est un peu, on va dire... bon, c'est peut-être pas la bonne ref, mais on va dire les aiguilleurs du ciel. Voilà, c'est le régulateur, pour moi, c'est un peu ça. Il surveille tout ce qui va se passer et c'est lui qui va prendre la main quand il faut récupérer, gérer un cas particulier en temps réel, parce que bon, forcément, l'IA est capable de désassigner, réassigner, corriger les temps de trajet, faire accepter du retard ou non. Enfin bref, ça, c'est des choses qu'on va inculquer. Mais l'humain est là aussi pour donner plus de qualité et de récupérer et de suivre justement un équipage, de suivre un patient en particulier. Voilà, c'est là où on devient plus qualitatif. Donc en fait, il y a plusieurs axes. On gagne en rendement, on gagne en efficacité et on gagne en qualité. Donc au final, c'est des outils vers lesquels il faut aller, quoi. Maxence, comment vous voyez l'horizon de ce changement de pratique au niveau de la régulation, notamment? Vous avez 5 centres, c'est ça? Et comment vous comptez donner sens à l'outil auprès des équipes et face aux appréhensions qu'il peut y avoir? Déjà, dans un premier temps, je rebondis sur ce que disait Stéphane. Moi, ce que j'attends de l'IA dans la régulation, c'est de faire déjà mieux que l'humain. C'est-à-dire que je veux voir mon planning de régule. Je me dis, tiens, c'est l'IA qui l'a fait, c'est pas un être humain, parce que
je sais pas, je connais pas vos régulateurs, mais moi je connais les miens. Le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas d'école pour être régulateur. Donc avant tout, souvent ils étaient ambulanciers. Et souvent pour être ambulancier, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 5 ou je ne sais quoi. Donc voilà, c'est des gens de terrain. C'est des gens de terrain. Et donc ces gens de terrain qui ont appris un nouveau métier, il va falloir leur apprendre un nouveau métier. Et donc ça, moi je trouve ça génial parce que les gens qui ont envie d'avancer, ben, ça fera toujours avancer l'entreprise. Et donc ces gens-là, ben, faut les motiver. Et donc très bien d'avoir une personne référente pour nous permettre à l'entreprise d'intégrer l'IA dans le logiciel de régulation. Ensuite, comment on apprend ça, c'est que nos différents sites de régulation ont bien sûr une manière différente, bien sûr des fois des sites géographiques différents, et donc c'est vrai qu'il va falloir former un responsable qui ensuite, lui devra bien connaître tous ces sites de régulation, s'approprier déjà, c'est déjà le cas, mais voilà, il faut que la personne s'approprie bien les sites de régulation pour ensuite former les autres régulateurs et que lui, il a un rôle en gros de manager, d'avoir une vision globale des régulations, suivre les tableaux de bord, suivre les suivis pour s'assurer que tout se passe bien. Il y a une vraie dimension management derrière, et puis il y a aussi chaque centre de régule, c'est une culture en soi, hein, c'est un monde, c'est un territoire, donc on ne fait pas la même chose d'un centre de régule à l'autre. Je voudrais, avant de prendre les questions de la salle et le dialogue avec la salle qu'on va avoir, quelques petits points sur les horizons un peu de cette IA. On parle d'IA qui gère les plannings aujourd'hui, il y a une IA, et Stéphane, vous êtes vraiment dans l'idée de dire qu'il y a une révolution qui s'ouvre. Il y a d'autres horizons qui arrivent, hein, ça va très vite au pays de l'IA. Il y a l'IA vocale. Qu'est-ce que ça peut apporter, ou qu'est-ce que vous pourriez en attendre, vous, dans le champ notamment de la régulation? Cette IA qui parle, qu'est-ce qu'elle pourrait changer et apporter? Alors moi je ne suis pas le technicien, mais bon, oui, forcément, je sais. Je gratte un mais peu. Mais c'est vous qui m'en avez parlé la première fois, je me suis dit, j'ai eu les yeux comme ça. Après, on regarde un peu ce qui se fait dans d'autres métiers et qu'est-ce qui peut être dupliqué chez nous. Alors c'est vrai que du coup là on arrive sur des outils qui vont vite être matures concrètement et qui fonctionnent, même si c'est multisites, etc. Et, les outils sont capables de comprendre les multisites. Mais du coup après, aujourd'hui malheureusement on est encore dans un métier qui a des process un peu archaïques. On est encore beaucoup au téléphone, malgré la démat, malgré les commandes numériques, mais c'est pas non plus la majeure partie de notre flux entrant chez nous. Alors, ce qui fait qu'on passe beaucoup de temps au téléphone, c'est beaucoup de temps parasite, ça monopolise beaucoup de ressources humaines. Et c'est vrai que maintenant, l'IA, on va dire téléphonique, on va l'appeler comme ça, donc le vocal, est capable aujourd'hui d'avoir une aisance presque humaine au téléphone. C'est pas forcément, c'est plus la voix robot, on peut dupliquer ma voix, la vôtre, enfin voilà, c'est complètement fluide. Et c'est vrai que là où nous on y voit, du bonus, parce que voilà, sur des entreprises comme la nôtre, c'est entre 500 et 800 appels rentrent en jour, donc forcément à un moment donné, c'est vite cacophonique et c'est très chronophage. L'IA en fait n'a pas cette dimension de temps, voilà, le flux rentrant. Je crois qu'une IA, vocale, peut prendre jusqu'à 10 000 appels entrant simultanément. Ce qui fait que là, humainement, on est loin du résultat. Pas mal. Voilà. Et aussi, Mais elle gérait quel type d'appel au niveau... Elle peut tout gérer. Parce qu'en fait, oui, non, mais d'accord. Mais ça se construit. Mais pareil, voilà. Ça se construit. Alors, c'est exactement le même principe que finalement la régulation. Et on pourra évoluer sur le RH, la facturation, etc. Donc, ça se construit. Donc, il faut bâtir des modèles. Des scripts, qu'est-ce qu'on veut faire dire à l'IA, comment on va amener les choses. Et c'est vrai qu'après, on peut commencer à aller plus loin. Pour moi, c'est pas de la science-fiction, on commence à essayer de travailler là-dessus. C'est de récupérer les noms, l'adresse, le pourquoi, l'heure du rendez-vous, etc. Et de commencer à comprendre ces éléments et les retranscrire dans l'outil. Donc là, après... On n'y est pas encore, on travaille dessus, mais bon, je pense que ça va arriver bientôt. Et l'idée, c'est que l'outil de commande, en fait, on peut récupérer. Après, il y a des mots-clés qui vont peut-être basculer vers l'humain, parce que forcément, il y a des trucs que l'IA ne pourra pas gérer, mais dans le flux entrant, il y a facilement 70% qui peut être géré comme ça. Donc ça, c'est pour évacuer tout ça.
mais aussi, pas que, parce que finalement, ça c'est l'outil commande, mais aussi dans la partie qualitative et dans le suivi de la relation qu'on peut avoir avec nos patients et nos établissements, l'IA téléphonique a un rôle primordial. Nos régulateurs passent leur temps à prendre des commandes au téléphone, à faire de la planif. Enfin, finalement, ils ne font pas un vrai job, je veux dire, de qualité. Là, l'IA est capable de dire, voilà, je prends la commande, j'envoie simultanément la confirmation de la commande par mail, SMS, WhatsApp, ce que vous voulez, hein, le canal que vous voulez faire. Elle est capable aussi de rappeler le rendez-vous au patient. Elle est capable, lors de la régulation, de dire, j'ai eu votre tour, on vous envoie un véhicule. Elle est capable de dire, on a du retard, je vous préviens. Le patient, le service, etc. Donc ça, toute cette approche-là, qualité, c'est des modèles qu'il faut bâtir, mais c'est des modèles qui existent déjà aujourd'hui. Donc ça, il faut coupler les petites briques entre elles. Et après, forcément, tout de suite, on va penser, ben voilà, facturation, bah oui, en facturation, on a besoin de relancer nos établissements. On parlait de l'hôpital tout à l'heure qui nous donne de l'argent. On peut faire des intérêts moratoires, ça, avec une IA qui vous rappelle tous les... Le patient qui nous doit des prescriptions, enfin bref, on est capable, ou qui nous doit de l'argent, etc. Donc ça, on est capable, et aussi sur la partie RH, de rappeler à nos collaborateurs. Donc il y a ce petit côté voix. Bon, après, même s'il y a des intranets qui existent, etc., mais ça reste du mailing, du message. Là, il y a une petite voix qui peut rappeler, voilà, attention, la semaine prochaine, vous êtes en formation, il y a une visite médicale, etc. Donc là, l'outil, il prend tout son sens. Et toute cette partie-là, soit c'est mal fait, soit si on veut bien le faire, ça demande de la ressource. Et on n'a pas dans nos entreprises, enfin à mon sens. Maxence, il hoche la tête, vous la voyez, l'IA vocale arriver chez vous aussi? Mais bien sûr, oui. En effet, aujourd'hui, tout ce que dit Stéphane, c'est on aimerait tous faire tout ça, mais si on veut de l'humain, ça demande une ressource énorme. Et c'est vrai que l'IA, on sait qu'elle peut nous apporter tout ça. Et je pense qu'il y a un vrai tournant à prendre aujourd'hui. Hein. Là, c'est maintenant que l'IA arrive à point, je pense, même si elle continue à évoluer. Mais pour notre activité de transporteur, d'ambulancier, on a un virage à prendre et c'est grâce à l'IA qu'on arrivera à prendre ce virage. C'est-à-dire qu'on va optimiser notre régulation, nos ambulanciers, notre relation client, notre relation avec nos hôpitaux. Et donc, on va pouvoir, grâce à ça, faire des économies et donc être plus performant. Guillaume, c'est pour quand cette affaire-là? Alors effectivement, c'est quelque chose qui existe. Nous, on a lancé un projet il y a quelques mois là-dessus, un petit peu plus. On pense avoir des premiers cas d'usage. On sera loin de l'intégralité qu'a évoqué Stéphane, parce que Stéphane a beaucoup d'imagination, mais on pense avoir les premiers cas d'usage en 2026. Et dernier petit mot avant d'aller vers la salle, est-ce que tout ce qu'on est en train de se dire, ça vaut pour toutes les entreprises? Parce que là, l'air de rien, on a quand même des entreprises d'une certaine taille, donc qui peuvent, on va dire, se le payer, ou qui peuvent en avoir besoin, parce qu'elles ont des flux très importants. Quand on est sur une petite PME ou une entreprise avec un parc d'ambulances et de trafic moindre, d'abord, est-ce qu'on a besoin de ça? Et est-ce qu'on peut se le payer, à tous les sens du terme? Alors, à mon sens, clairement, c'est quelque chose qui peut être profitable à toutes les entreprises, parce que même si les tailles et les échelles évoluent, le métier reste le même. Une petite entreprise qui a un régulateur qui doit aller faire une mission, ça arrive tous les jours, si pendant qu'il fait sa mission, le planning du lendemain peut être prévu, aussi pendant qu'il fait sa mission, le mode automatique de la régulation temps réel s'active, il sera beaucoup moins stressé, parce qu'on a beaucoup de clients de petite taille aujourd'hui, où les régulateurs vont dépanner et ils régulent au téléphone en conduisant. C'est un peu dramatique. Donc effectivement, peu importe la taille, les usages, les valeurs retirées par l'utilisateur ne seront peut-être pas les mêmes au même moment de la journée, mais chaque entreprise a quelque chose à gagner, comme chaque entreprise a gagné avec l'informatique, chaque entreprise a gagné avec les télécommunications, chaque évolution technologique finalement a apporté quelque chose. C'est simplement à chaque utilisateur de prendre la bonne chose au bon endroit. Je voudrais qu'on allume la salle et qu'on aille vers notre public pour avoir vos réactions, vos questions, vos interpellations aussi sur ce sujet-là à nos experts. Oui, micro, vient monsieur, puis... Bonjour, Nicolas, je suis ambulancier dans le 80. J'avais une question pour la partie éditeur, savoir si justement dans la facturation on avait l'IA qui pouvait intervenir en termes de contrôle d'une PMT. Nous on a des gros soucis qui rejoignent les problèmes de cash qu'on a vus sur la partie précédente. Et en fait, il y a toujours, enfin quand je dis toujours c'est extrapolé, mais il y a toujours un souci sur la PMT. On doit retourner au centre hospitalier ou alors au prescripteur pour la modifier.
parce que l'ambulancier n'a pas forcément été rigoureux au moment du contrôle. Est-ce qu'avec, par exemple, un scan de la PMT, l'IA pouvait justement contrôler tous les points importants de ce document et de justement le contrôler et ensuite, pour aller plus loin, l'incorporer directement dans la facturation? Donc date, prescripteur, etc. etc. Bonjour, alors vous avez posé la question parfaite par rapport aux nouveautés qu'on présente sur le stand. Ça fait un petit peu publicité, mais effectivement aujourd'hui les moteurs d'IA sont en mesure de lire un contenu. On est en capacité de rajouter des règles métiers par-dessus. Et aujourd'hui on a fait une démonstration sur le stand hier sur un produit qui est en mesure de lire une IA, de la comprendre et de l'intégrer dans les factures. C'est exactement le cas d'usage que vous présentez. Okay, oui. Oui, bonjour, Jamal Nasser de l'ANAP. Donc nous, l'ANAP, on travaille beaucoup sur ces sujets d'IA, pas uniquement d'ailleurs dans le domaine du transport, dans les sujets médico-chirurgicaux. On a une journée à Paris le 14 octobre, donc j'en profite, spécifique sur le sujet de l'IA. De ce que je comprends, et en tout cas merci pour la clarté de vos propos, le sujet de l'optimisation pour les entreprises privées, vous avez précisé le sujet de l'optimisation des tournées, des allocations des ressources, le sujet de la facturation qui est éminemment important et l'apport et la valeur ajoutée de l'IA. Je voulais savoir, est-ce que vous aviez réfléchi sur des sujets prédictifs, notamment, je pense particulièrement, pour pouvoir, entre guillemets, canaliser, éduquer les structures hospitalières dans ce dialogue entre l'hôpital et les transporteurs. Et je m'explique, M. Canès, on s'était rencontrés il y a 2 ans, je crois, au CHU de Nice, qui est un sujet extrêmement important, qui est la prise de conscience des structures hospitalières du contexte que vous connaissez tous les jours, qui sont, lorsqu'on est dans période estivale, ben, on n'est pas du tout dans les mêmes contraintes, lorsqu'on est en montagneux, on n'est pas dans les mêmes contraintes, et c'est des éléments que les établissements n'ont pas du tout en tête. Je caricature, mais on vous appelle et c'est pour la veille pour le lendemain. Est-ce que sur ces sujets prédictifs, vous avez prévu en tout cas de travailler sur ces sujets-là pour pouvoir partager ces éléments en avance de phase avec les établissements? Avec peut-être une IA vocale aménagée spécialement aussi dans le ton de voix pour les hôpitaux, on ne sait pas. Plus douce. Alors, c'est une question intéressante parce que toute la qualité du planning, finalement, d'une tournée de véhicules, que ce soit dans le transport sanitaire ou d'ailleurs, va au final toujours dépendre des missions qui sont réalisées, malheureusement. Donc il est évident que si on arrive à faire en sorte qu'une personne qui commande sache que ça nous arrange un peu plus 7h que 9h45, ça peut être intéressant. En termes de réflexion sur des communications d'un point de vue purement technique, c'est pas quelque chose que de mon côté, en tout cas à titre personnel, j'ai envisagé, mais c'est une bonne remarque. Je le voyais plus sur un aspect communication d'abord entre les ambulanciers et les contrats, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des solutions techniques à apporter là. Complément. Oui, alors bon, on connaît l'hôpital, on connaît les outils qu'ils veulent mettre en place avec beaucoup de difficultés. Leur grande capacité à ne pas programmer aussi. Donc, alors c'est vrai que les outils tels qu'ils existent aujourd'hui, notamment les dernières générations, permettent justement aux entreprises de pouvoir caler, je veux dire, les commandes de dernière minute et non programmées dans un planning déjà souvent chargé, mais du coup de prioriser les prises en charge des patients, ça c'est super important. Donc on améliore aussi la qualité, mais finalement, je veux dire, en amont, c'est assez compliqué de discuter avec l'hôpital aujourd'hui. Mais bon, je pense que il y a des outils qui existent, ils ne sont pas forcément au courant, ils sont encore à l'ère, je veux dire, du fax numérique, parce que là du coup, ils ont les outils, mais bon, ils n'en feront rien, il n'y a personne au bout du tuyau pour vraiment organiser tout ça. Donc je pense qu'avec le temps, enfin j'espère, c'est qu'il y a un dialogue qui s'instaure justement avec les établissements, je veux dire, de santé, pour partager aussi l'expérience qu'on a prise et l'avance qu'on a pu prendre sur ces outils-là, pour essayer de les guider et justement arriver à avoir un dialogue avec eux et optimiser aussi leur flux, quoi, voilà. Et je pense que si on est capable de le faire dans nos entreprises, on est aussi capable de le faire à l'hôpital, c'est une évidence. Donc ces outils-là, je pense que l'hôpital, il faut juste qu'ils comprennent que ce n'est pas un service et puis qui envoie ses missions. Je pense qu'à un moment donné, il faut coupler des outils comme ça, je veux dire,
sur l'établissement complet, tous services confondus. Et je rebondis un peu sur les tables rondes qu'on a fait hier sur le transport partagé, où nous, transporteurs, on a un objectif de 30%, je veux dire, dans les 2 ans sur le transport partagé, mais on n'a pas non plus toutes les manettes en main pour y arriver. Et du coup, à un moment donné, il faut aussi que tout ça se mette en place, et que si on arrive justement à pousser l'hôpital à aller vite dans des outils comme ça, je pense que là, on pourra organiser du transport partagé, et on pourra être bien meilleur que les 30% attendus. C'est une évidence. Mais il faut qu'il y ait un dialogue. Donc, vous, la NAP, il faut aussi frapper à la porte des hôpitaux pour dire laissez rentrer les ambulanciers privés. Ils ne sont pas que là pour conduire des automobiles. Voilà, c'est tout. Autre question, autre réaction aussi sur ces horizons qui sont posés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Pendant que ça vient, juste un mot en complément. Stéphane parlait du partagé. Est-ce qu'on note aujourd'hui, sur les usages qu'il y a, une évolution dans la mise en place du partagé et du simultané quand on est sur ce modèle-là de gestion du planning par IA? Alors, effectivement, c'est clairement le premier indicateur très net d'une mise en place d'un outil d'optimisation. Qui s'explique comment, du coup? C'est une augmentation claire et nette du taux de transport simultané pour plusieurs raisons. Premièrement, une vision globale, comme le disait Stéphane avant. On va être en mesure de proposer une petite avance, un petit retard sur une mission si ça nous permet d'augmenter le taux de simultanéité. C'est quelque chose qui est pondérable. Il y a des entreprises qui peuvent nous demander de ne pas du tout le faire. Tout est configurable. Et l'autre élément, c'est qu'un algorithme d'intelligence artificielle, que ce soit pour le J+1 ou pour le temps réel, n'aura aucun scrupule à rebattre totalement les cartes. Il le fait en permanence, on le contrôle, on est capable de lui dire que pour certains types d'ambulanciers, on ne veut pas que ça change à plus de 3-4 transports, ou alors au contraire, même le transport en cours, si on n'est pas avec le patient, on peut changer. Et en rebattant les cartes, on se laisse forcément plus de possibilités. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions sur ces différents sujets? Oui. Le micro. D'abord, je voulais remercier tous les quatre parce que franchement, on venait de se dire avec Dominique, c'est la première fois qu'on tente cette masterclass et ça apporte des choses extrêmement intéressantes et sur un ton différent. Je me permets de poser la question à tous les trois. On parlait sur les 2 jours de cette nécessité d'aller chercher ces gains de productivité supplémentaires parce que de 2025 à 2027, on entre dans quelque chose d'un peu nouveau. À votre avis, est-ce que cette IA, si on peut le quantifier, la question est peut-être un peu complexe, si on peut le quantifier, concrètement, ça peut nous amener quoi? C'est-à-dire, Steph, une personne qui finalement en régulation se dégagerait de cette tâche que tu as dit, qui est mécanique, et donc tu peux utiliser autrement. Guillaume, est-ce que par exemple, ça peut être traité des transports en plus? Parce qu'on a quand même un volume de transport qui va augmenter, et donc je peux le traiter. On peut essayer de le chiffrer ou c'est vraiment trop tôt? Parce qu'on a besoin de gains de productivité, comme on le disait avec Marc ce matin. Hein. J'aimerais bien qu'avoir les 3 réactions par rapport à... Maxence aussi, bien sûr, à ce que pose Maurice. Alors, à vous de vous choisir, parce qu'on part de Maxence et on finit par Guillaume. Alors. Donc moi, à mon niveau, c'est un peu au doigt mouillé, hein, parce que j'y suis pas. Mais d'après ce que j'entends et d'après ce que nous disent nos éditeurs de logiciels, c'est que oui, en effet, rapidement, une fois qu'on aura formé notre personnel de régulation, nous, je vois, on a des sites où il y a 4 régulateurs. Je pense que dans 2 ans, il n'y en aura plus que 3. Parce que, je ne dis pas qu'on va virer quelqu'un, mais ce poste, on va pouvoir l'utiliser à autre chose. Et c'est ça, ce que disait Stéphane aussi, c'est qu'au début, l'appréhension des régulateurs, elle est là aussi. C'est, attendez, vous allez me remplacer par la machine. Donc, il faut les préparer. Mais le gain sur notre bilan comptable, je pense qu'il peut être important. Stéphane? Alors, concrètement, j'ai pas de chiffre à arrêter précis, hein, on va pas se mentir. On peut avoir une estimation, hein, je veux dire, sur le transport partagé. Clairement, nous, on a vu vraiment un bonus là-dessus, parce qu'on tourne à peu près en moyenne sur 300 prises en charge jour à 45% de transport partagé. Ce qu'on ne faisait pas avant, hein, il y a 1 an et demi, 2 ans, on ne les faisait pas. Donc on a franchement eu un niveau supérieur là-dessus. Sur le rendement dans l'entreprise, là je te rejoins, oui, on va prendre plus de missions, parce que là où le régulateur, fin d'après-midi, fatigue, il n'a plus envie, les urgences appellent, bon là il va commencer à sélectionner les courses qu'il a envie de faire ou pas faire. Là l'IA, je veux dire,
concrètement, je veux dire, c'est une facilité. Donc, il peut les intégrer, ça se fera. Le résultat se fait ressentir quasiment immédiatement. Et après, pas que, parce que tous ces outils-là, je veux dire, c'est du chiffre d'affaires, mais c'est du rendement en plus, parce que du coup, comme je disais tout à l'heure, on est capable de le caler sur du CA, sur TTE, de dire, voilà, mon objectif, c'est quoi dans ma journée? Donc, je suis capable de gérer des heures de travail, du rendement, etc. Donc, c'est vrai que, et ça, c'est en temps réel, c'est pas, je veux dire, je me réveille le lendemain, peut-être avec la gueule de bois, parce que la journée était dégueulasse. Donc là, ça se calcule en temps réel. Donc, on gagne en rendement, on gagne en efficacité. Et après, pour rebondir sur ce que Maxence vient de dire, c'est sur, justement, les équipes. Donc, c'est pas avoir, enfin, si, c'est avoir moins de monde, mais à un moment donné, en fait, on a beaucoup de collaborateurs qui sont des petites mains. À un moment donné, quand on commence à grandir, à faire des multisites, etc. Et c'est vrai que du coup, d'avoir moins de monde, on va devenir plus expert dans nos métiers. Voilà, on va upgrader, en fait, la connaissance métier et l'expertise métier. Donc on va gagner en qualité, concrètement dans nos entreprises, et on aura plus facilement accès sur nos budgets. Un budget ISO, là on doit prendre 10 personnes pour répondre au téléphone et faire des relances clients. Là finalement on n'en a plus besoin que de 3 ou 4, mais c'est 3 ou 4 qui vont faire vraiment du métier expert, avoir des gens plus qualifiés, plus diplômés, etc. Donc on va gagner aussi dans cette qualité dans l'entreprise, à mon sens. Et pour compléter juste avant Guillaume, je ne suis pas du métier, mais il y a tout de même 2 termes qu'on m'a dit que je trouve très intéressants sur l'IA, qui ne se font pas en substitution des personnels, mais en complément. L'IA, elle a 2 caractéristiques, elle dit jamais non, et elle fatigue jamais. Et il ne faut jamais oublier ça. Ça ne veut pas dire qu'elle fait tout à la place, mais que quand vous fatiguez et quand vous dites non, l'IA, elle peut prendre le relais aussi, à certains moments. Alors, c'est une évidence. Après, ce qu'il faut être conscient, c'est que l'IA n'a pas d'émotion. Il faut garder cette émotion humaine auprès de nos passants, auprès de nos établissements. C'est pour ça que l'humain ne pourra pas être détaché, à moins que demain on arrive sur des IA, je veux dire, beaucoup plus complexes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas, et je pense que ça ne sera pas d'ici demain. Donc c'est vrai que, et c'est là où d'avoir des vrais experts qui connaissent bien leur métier, qui savent anticiper, qui ont une qualité de réponse, parce que forcément, on disait tout à l'heure, l'IA, je veux dire, va déjà avoir le regard sur la fin de journée, avec des horaires précis, qui va prendre en compte, je veux dire, les éléments de trafic, etc. en temps réel. Donc en fait, tout va se décaler, tout va se calculer. Et si il y a une mission qui s'intègre, elle va la recalculer. On est capable, quasiment en temps réel, de donner l'information, je veux dire, à l'interlocuteur qu'on est en face, pour lui dire, voilà, la mission que tu me demandes à cet horaire-là, ça ne sera peut-être pas cet horaire-là. Par contre, je te garantis que ça sera cet horaire-là, parce que c'est déjà calculé. Qu'aujourd'hui, on ne va pas se mentir, le régulateur, on va le faire dans l'heure. Hein, mais bon, après, on ne sait pas trop si c'est vraiment dans l'heure ou pas. C'est pour ça que ces outils-là sont vraiment quelque chose de très positif pour nos entreprises. Et moi, je l'ai partagé avec différentes personnes autour de moi, et notamment auprès de la FNMS, pour dire, je pense qu'on est sur une révolution technologique dans notre métier. Ça fait longtemps que je fais ce métier-là. Je pense que ça fait partie des vraies révolutions dans notre métier, clairement. Guillaume, pour compléter. Oui, alors effectivement, je suis complètement d'accord avec tous les leviers d'amélioration dont vous avez parlé, les taux de transport groupés, le retard, la capacité très importante à accepter un transport à 19h pour le lendemain matin à 7h, même si ça nous demande de rebattre totalement les cartes. Ça, c'est quelque chose qui est directement une plus-value de ces mécanismes. Il y a quelque chose que je voulais rajouter aussi, c'est que parfois, il faut savoir moins travailler. Et nos moteurs sont en mesure de vous suggérer de ne pas faire un transport ou de le donner à un confrère parce que ce transport va te faire déborder déborder les compteurs. C'est quelque chose qui est important, on le voit très souvent, un transport à 30 € qui va engendrer un dépassement d'heures supplémentaires sur 2 salariés, plus le lendemain les problèmes des 11 heures. Je ne me fais pas des amis en disant ça. Mais dans certains cas de figure, ça peut être intéressant d'avoir un esprit d'analyse plus fin sur chacun des transports. On fait en sorte de travailler plus de missions par membre administratif. Donc c'est pas forcément moins de personnel administratif, mais la capacité d'avoir plus de missions dans de meilleure qualité, et c'est aussi dans certains cas de figure la capacité de mettre de côté un transport. Merci en tous les cas à vous 3. On peut applaudir nos experts et nos visionnaires un peu de cette IA. Pause déjeuner, on se retrouve à 14h30 et on enchaîne avec 2 autres masterclass. Si vous avez aimé celle-là, vous aimerez les autres. Merci à vous.